Mais c'est plus fort que soi, on continue à consommer. Tu as besoin de gérer cet état de manque et donc tu vas passer par d'autres produits. Il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce. Si on me le retirait, j'avais ce sentiment-là, je suis plus personne, j'allais mourir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la santé. Abonne-toi si tu as envie d'en savoir plus sur la santé mentale grâce à ma série de vidéos Santé sans tabou. Fumer du cannabis, ce n'est pas dangereux, c'est bio, c'est naturel. On entend ou on lit tellement de choses fausses à propos du cannabis. Toutes ces affirmations participent à banaliser son usage. Car oui, le cannabis, c'est une drogue qui peut provoquer des effets néfastes sur votre santé et créer une addiction. La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de consommateurs réguliers de cannabis, environ 900 000. Et 18 millions de Français ont déjà consommé du cannabis une fois dans leur vie. Certains l'utilisent pour se détendre, d'autres pour s'amuser, entre amis, et même parfois à des fins médicinales thérapeutiques. Pourtant, derrière ces consommations se cache une réalité plus complexe, celle de la dépendance au cannabis. Dans ce nouvel épisode de ma série consacrée à la santé mentale sans tabou, nous allons explorer les mécanismes de l'addiction au cannabis avec notre spécialiste, addictologue, tabacologue, Ketty Deléris. Merci d'être là, Ketty. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, tu es vraiment une spécialiste du sujet parce que tu parles régulièrement sur tes réseaux sociaux. Donc, tu as un compte Instagram, un compte TikTok. Tu parles régulièrement de la consommation de divers produits et tu donnes des conseils pratiques. Tout à fait. Le but, c'est de faire comprendre comment on arrête de consommer quand on se sent pris au piège par la dépendance. J'ai hâte d'en savoir plus. Et je voulais te remercier aussi, Alex, d'être présent parce que toi, tu as été concerné par cette dépendance au cannabis et tu as accepté de témoigner dans cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous. Ketty, pour bien comprendre, on parle souvent de consommation récréative du cannabis. C'est souvent ce que les consommateurs nous disent. Ça fait plaisir, c'est pour la fête, pour se détendre. Mais à quel moment, en fait, on passe de l'autre côté, on passe du côté de l'addiction ? Alors, c'est pas propre au cannabis, c'est dès qu'on consomme une substance psychoactive, au départ, comme pour l'alcool, on va être un peu dans le festif et puis à un moment donné, ça peut basculer. Pourquoi ça bascule ? C'est déjà multifactoriel. Il y a la personne en elle-même, il y a le produit, donc là, en l'occurrence, c'est le cannabis, et il y a l'environnement. Donc on peut être soit entouré de consommateurs et donc là on va vouloir consommer ce produit pour faire la fête, pour se désinhiber, il y a plein de raisons. Soit on peut avoir aussi des moments difficiles dans sa vie où on se sent stressé et on se dit tiens peut-être que si je fume du cannabis ça va m'aider à me détendre. Donc voilà, c'est un ensemble qui va faire le produit, la personne en elle-même et l'environnement. Après, à quel moment on commence à basculer ? Là, c'est quand on voit que, justement, on perd le contrôle. On continue à consommer, malgré qu'on se dise « Ah non, mais c'est pas bon pour ma santé, je vois que je suis soit en retard en cours ou je vais plus au travail. » Mais c'est plus fort que soi, on continue à consommer. Et ça devient presque en pilote automatique. Je ne choisis plus de fumer mon joint pour m'amuser ou autre, c'est « j'ai besoin de mon joint ». Et là, on a commencé à franchir un cap. Alex, justement, à quel moment tu as identifié cette bascule dans ta vie avec le cannabis ? Franchement, j'ai commencé à consommer assez tard, genre à 17-18 ans. Et j'ai commencé à avoir cette bascule, en fait c'était insidieux quoi, c'est arrivé très insidieusement, donc moi je consommais très légèrement au début. Et puis après j'ai commencé à voir vraiment que j'avais un problème quand j'en avais besoin le matin. Oui, alors qu'au début, ça peut commencer, comme tu disais, plutôt dans un milieu festif ou le soir pour se détendre. Il y a beaucoup de consommateurs qui prennent aussi ça pour mieux dormir. Mais on va en parler sur le sommeil, finalement, c'est un faux ami. Le matin, ça, c'est un signe de dépendance. Oui, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que pour évaluer justement la dépendance au cannabis, on utilise un test qui s'appelle le test CAST. Et une des questions, c'est votre premier joint, est-ce que vous le fumez avant midi ? Donc c'est un des marqueurs de la dépendance. Qu'on consomme le matin, c'est un des marqueurs de la dépendance au cannabis. D'ailleurs, je vous mets le lien du test CAST si vous voulez le faire à la maison donc pour évaluer votre dépendance au cannabis. Est-ce qu'il y a des symptômes comme ça qui doivent nous alerter, nous, si on est consommateurs ou nos proches, autour de cette dépendance ? À quel moment, en fait, on s'inquiète ? Alors, on va commencer à s'inquiéter quand on commence de plus en plus tôt, quand effectivement on va oublier de faire d'autres choses, que le cannabis prend de l'ampleur dans notre vie. On va plus au travail, ou on va plus au sport, ou on néglige d'autres activités pour fumer son cannabis. On va consommer seul,
on va gérer ses émotions avec le cannabis. Et petit à petit, le cannabis prend toute la place. Il n'y a plus d'autre chose que le cannabis. Ouais, ça a été le cas pour toi, Alex? Tu te reconnais là-dedans? Ouais, carrément, carrément, je me reconnais beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à consommer parce que en fait, c'est devenu une obsession, quoi. Le cannabis, il est devenu vraiment la chose principale pour. Il fallait que je pensais qu'à ça, je vivais pour ça. Voilà, c'est devenu vraiment obsessionnel chez moi et je l'ai pas vu venir, quoi. C'est ça le truc. Ah ouais. C'est que là, le truc, c'est qu'au début, c'est festif, c'est rigolo, machin, mais c'est pas rigolo longtemps. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas été. Ça a vite fait pris l'obsession. Enfin, vraiment, j'ai vraiment commencé petit à petit. Et puis, vous parliez du soir et tout. Moi, ça a été vraiment le joint que j'ai beaucoup eu du mal à arrêter. Celui-là du soir. Vraiment le truc de me dire, en fait, je consomme pas toute la journée, mais j'étais quand même dans l'obsession du produit, quoi, en manque. Donc, j'essayais de travailler. J'avais une activité professionnelle et tout, mais. Je voyais que j'étais pas... En fait, le mental prenait vraiment... l'obsession du cannabis prenait vraiment beaucoup de place. À tel point, par exemple, de devoir faire des pauses au travail pour aller fumer ou... En fait, c'est fou parce que je voyais que j'avais un problème. Donc si je consommais au travail, j'étais pas bien. Mais je consommais, je me disais dans mon esprit, j'essayais de m'en sortir seul, quoi. Et je me disais, en fait, je consomme pas toute la journée, mais j'étais pas bien non plus. Et en fait, j'attendais le soir en me disant, même je consomme pas le soir, et j'arrivais le soir, en fait, je consommais directement arrivé à la maison. Et au début, c'était vraiment festif, les consommations. Donc, c'est-à-dire que j'étais entouré, j'étais en soirée, en boîte de nuit, etc. Donc, c'était vraiment un endroit où c'est que... j'ai pas vu le truc venir, parce qu'en vrai, moi, c'était genre... Je me suis désinhibé, j'étais timide comme gars, et finalement, quand j'ai commencé à consommer, ça a commencé à vraiment à sortir d'autres choses de moi, quoi, que je connaissais pas. Et petit à petit, j'ai vu que j'avais un problème parce que je commençais à consommer seul, à plus trop aller au travail. J'étais en échec scolaire parce que j'étais en seconde. Oui, ça prend de plus en plus de place en fait dans la vie. Et effectivement, ça se fait de manière vraiment toute douce. On ne voit pas la chose arriver parce qu'on pense maîtriser sa consommation. Et puis après, on se laisse dépasser et voilà, ça devient obsessionnel. Donc on l'a dit, cette addiction, elle peut apparaître de manière assez insidieuse, donc on ne s'en rend pas compte. Mais est-ce qu'il y a une notion de dose? Est-ce que ça dépend du nombre de joints du coup, qu'on va consommer ou en fait juste ça dépend des profils? Tu le disais Alex, toi tu étais quelqu'un de timide, donc ça t'a aidé peut-être à surmonter cette timidité? Alors, pour Alex, je ne vais pas répondre pour lui, mais en tout cas sur la dose, non. Je ne peux pas donner de dose, c'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des personnes qui vont être dépendantes, comme il disait, juste avec un seul joint le soir et que ça devient obsessionnel. S'ils n'ont pas ce joint, ils ne peuvent pas dormir, ils ont des insomnies terribles. Puis d'autres, effectivement, ils vont consommer beaucoup. Alors après, nous, ce qu'on mesure dans la dépendance, c'est la place que prend le cannabis dans la vie. Voilà, si le joint du soir ne va pas être non plus dramatique, on ne va pas s'inquiéter. Mais là, apparemment, chez toi, Alex, ça prenait vraiment beaucoup de place parce qu'il pensait même à son joint du soir la journée. Et t'étais pas bien, t'avais des symptômes de manque. Ouais. Justement, quels étaient ces symptômes? Les symptômes, c'était que j'étais irritable, j'étais à fleur de peau, quoi. J'essaie de me replonger, ça fait bizarre hein, de replonger un peu dans ce truc, mais ça... Tu préfères oublier cette partie-là? Non, je peux vous en parler, il n'y a pas de problème, mais je pense que beaucoup, les symptômes, c'est l'obsession, en fait. Ça prend trop de place, quoi. Psychologiquement, tu penses qu'à ça, je pensais qu'à ça, je pouvais... manipuler, mentir aux gens pour consommer, pour cacher ma consommation, pour tout ça, quoi. Dans les symptômes, on va retrouver donc la nervosité, l'irritabilité. Il y a aussi des pertes de mémoire à court terme. On ne sait plus où on a posé les clés, le sac ou autre. Il y a aussi le fait qu'on est moins motivé pour faire les choses. On a, entre guillemets, la flemme de faire les choses. C'est grave insidieux parce qu'en fait, moi, c'est vrai que ça peut me mettre en colère ce truc de le cannabis, c'est une drogue douce, etc. Parce que moi, ça m'a emmené vraiment très bas. Et quand j'entends... moi, en fait, j'ai commencé à consommer du cannabis parce que c'était récréatif, parce qu'on me disait que c'était une drogue douce, parce qu'on me disait que c'était une drogue, c'est pas très grave. Ça, c'est important. Il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question de la dose et tout. Non, il y a des drogues. C'est des idées reçues, ça. Voilà, il y a des drogues, ça nous parasite notre système de récompense dans notre cerveau et c'est une vraie maladie.
C'est pas juste une question de volonté, il pourrait arrêter, c'est facile. Non, c'est une maladie du cerveau qui a parasité ton système de récompense et tu t'es fait piéger là-dedans. Et faut vraiment déculpabiliser les gens, de dire c'est pas un manque de volonté, c'est la personne, elle s'est fait emprisonner dans quelque chose qu'elle n'a pas vu venir. Et après, faut pas hésiter à demander de l'aide si on n'arrive pas à arrêter seul. Parce que sinon, on se met dans des états où, comme tu dis, on peut descendre très très bas, même avec du cannabis. Ouais, c'est complètement faux de dire tu manques de volonté, tu vas y arriver seul. Toutes maladies ont un traitement et là, dans le cas des addictions, on rentre sur des thérapies, on peut s'aider de certaines molécules aussi, mais il faut vraiment être accompagné, quoi. C'est vraiment très très dur de le faire seul. Comment t'as réussi déjà au début à t'en sortir? Franchement, je dirais j'ai consommé quand même beaucoup d'années. J'ai commencé à... Ma drogue de choix, c'était le cannabis, mais après, en fait, j'ai substitué avec d'autres produits aussi, c'est-à-dire que je consommais plus de cannabis, mais je consommais beaucoup d'alcool, je consommais pas d'alcool, mais en fait, je me disais, je consomme pas si je consomme pas de cannabis, mais toutes les autres drogues, je pouvais les prendre. Donc, c'est-à-dire que j'ai été vraiment dans plusieurs drogues, etc. Je sais pas si c'est le sujet aujourd'hui, enfin c'est pas trop le sujet. C'est le sujet parce qu'en fait du coup tu essaies de te sortir du cannabis ouais. Et en fait tu vas tomber dans d'autres produits parce que tu as besoin de te détendre, tu as besoin de gérer certains symptômes, cet état de manque et donc tu vas passer par d'autres produits. Ouais. C'est ça. Et du coup, je me rappelle moi de ma première consommation à 18 ans, je me souviens de l'effet que ça m'a fait, vraiment un truc de... J'ai trouvé la solution ultime pour tous mes problèmes, quoi. Je me voyais papy consommer, voilà. Et finalement, en fait, ça a été très insidieux, mais ça m'a vraiment... en un an, vraiment, j'ai vu la dégringolade un peu, quoi. L'échec scolaire, le manque de concentration, le manque de motivation. Et ce qui est ouf, c'est que dans mon esprit, j'avais l'impression d'être ultra motivé. J'étais sur mon canapé, mais je pensais à voilà les trucs dans ma vie. Donc c'est-à-dire je voyageais, j'étais chef d'entreprise, je faisais voilà les trucs, mais j'étais avachi sur mon canapé. Ouais, parce qu'au niveau cognitif, neuronal, ça t'avait débloqué des connexions. C'est un peu ça, les effets en fait sur le cerveau. C'est ça, exactement. On a l'impression de faire plein de choses, de vouloir faire plein de choses, et puis en fait, on ne le fait pas. Il y avait une expérience qui avait été faite justement sur des personnes. Quand on a regardé, donc il y avait le groupe qui avait consommé du cannabis et le groupe qui n'avait pas consommé de cannabis. Et donc, on voyait que ceux qui avaient consommé du cannabis étaient très enjoués, se disaient « Waouh, j'ai fait un truc de fou !» Puis en fait, quand on regardait ce qu'ils avaient fait, c'était pas mieux, c'était pareil en fait. Un petit bonhomme avec une maison, quoi. Voilà, c'est juste qu'ils ont l'impression, mais en fait concrètement, dans l'action, non, il n'y a pas grand-chose de fait. Ouais, donc en fait, ça a eu un réel impact dans ta vie. Ouais, grave, ouais. C'est vachement frustrant en plus de se dire je pensais à plein de trucs, je les fais pas. Enfin, il y a de plus en plus de sous-estime qui s'installe. Enfin voilà, moi j'ai vraiment eu quelque chose en pensant, en croyant gérer au début, et petit à petit, voilà, en ayant quand même beaucoup de manque d'estime. En fait, tout ce que j'ai voulu ignorer au début, tout ce que je pensais sur le cannabis et tout ça, j'ai dû le revivre. En fait. Ouais, t'as identifié pourquoi t'avais besoin du cannabis. Ouais. C'est passé par, j'imagine, toute une thérapie, des réflexions. Ouais. Je pense que j'avais peur de la personne que j'étais, j'avais peur de rencontrer le Alex petit, j'avais peur de rencontrer cette timidité, j'avais peur de m'accepter en fait tel que j'étais. Et en fait aujourd'hui, je m'aperçois que c'est le plus beau cadeau que je peux me faire, aller voir. Et t'accepter. Ouais, carrément, clairement. On retrouve souvent des profils comme ça de personnes qui sont timides, qui osent pas ou qui sont anxieux. On a les deux extrêmes. On a les personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui manquent de confiance. Et on a ceux justement qui sont qui n'ont peur de rien, etc. Donc souvent ces deux extrêmes-là, on les retrouve dans les profils de consommateurs. Aussi ceux qui ont envie de tout tester, le goût du risque. Voilà, l'évitement du danger, tout ça, c'est... Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est très bien ce que tu dis, ton cheminement, tu l'as fait toi-même, mais comment on fait en prévention
pour pas que les jeunes tombent dans le cannabis, de plus en plus maintenant on travaille le renforcement des compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'on va apprendre à gérer les émotions, on va renforcer l'estime de soi, la gestion du stress, développer son esprit critique. Et on sait que ça, quand on renforce les compétences psychosociales, eh bien, il y a moins de consommation de substances. À l'adolescence, du coup, ou jeune âge adulte. Plus tôt on commence le renforcement des compétences psychosociales, mieux c'est. Il y a des programmes qui sont faits au collège. C'est le programme Unplug qui est validé scientifiquement. Hein. Et on remarque que dans ces collèges où on fait ce programme de renforcement des compétences psychosociales, il y a moins de consommation de cannabis, d'alcool et de tabac. Génial. Et justement, qu'est-ce qu'on... Parce qu'on sait très bien en fait que ça ne marche pas, le fait de dire aux jeunes il ne faut pas fumer, c'est dangereux pour votre santé, vous risquez de tomber dans l'addiction, voilà, parce qu'on est tous confrontés à un moment à ce milieu festif, à l'envie, la tentation, quand on est jeune on a envie un peu de tout essayer, justement. Alors qu'est-ce qu'on dit aux jeunes en fait? Qu'est-ce qu'on peut leur dire autour du cannabis qui leur fait vraiment prendre conscience de la dangerosité? Alors effectivement, l'argument santé chez les jeunes, ça marche pas parce que c'est normal, je dirais que c'est même sain qu'à l'adolescence, on se dise pas tiens, je vais peut-être mourir d'un cancer du poumon. Ouais, ce qu'il faut, c'est dénormaliser le cannabis. En fait, faire bien comprendre que c'est pas cool. On peut s'amuser, faire la fête sans consommer du cannabis. Donc, il faut dénormaliser les choses. Il faut aussi renforcer, comme je te disais, les compétences psychosociales. Puis après, des témoignages de personnes comme Alex qui montrent que c'est pas rien une consommation de cannabis. Ouais, je vous rejoins complètement. Je trouve que vraiment, même malgré toutes les conséquences que j'ai eues liées à la consommation, parce qu'il m'arrivait quand même pas mal de bricoles aussi en consommant, quoi. T'as envie de raconter une histoire, un truc ou... Des accidents de voiture sur la route, des pertes de maîtrise, voilà, de ne pas se souvenir de ce qu'on a fait la veille, au lendemain, enfin c'est des trucs... Graves. Ouais. Graves, qui ont des conséquences après, etc. Et en fait, même comme ça, je rejoins sur le fait c'est une maladie, enfin le truc de volonté. En fait, moi j'ai dû toucher un fond, vraiment, pour me dire en fait j'ai vraiment un problème. Et même comme ça, tout seul, j'y arrivais pas. Donc j'ai entendu beaucoup ce truc de volonté. Moi, ça faisait l'effet inverse chez moi. C'est-à-dire que ça me mettait en colère et j'avais envie d'aller me déchirer la tête direct dès que j'entendais ce genre de propos, quoi. Parce que je me disais, mais en fait, toute la journée, j'entendais, mais consomme pas, arrête. Ouais, sauf que tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit j'ai envie, j'ai besoin. C'est ça. Tu peux pas le contrôler, quoi. C'est vraiment un truc schizophrénique un peu. Hein. C'est vraiment un truc. Puis en plus, pour l'estime de soi, c'est compliqué parce que bien sûr qu'il voyait bien les impacts que ça avait sur sa vie. Bien sûr qu'il aurait aimé arrêter. Il avait la volonté d'arrêter, mais il n'y arrivait pas. Donc c'est hyper violent de se dire mais j'y arrive pas. C'est comme, je peux avoir la volonté de faire le marathon, je vais me présenter au début de la ligne, mais peut-être que je vais jamais finir si je me suis pas préparée. Pourtant, j'ai la volonté de le faire, mais j'ai peut-être pas les capacités. Et c'est tellement dur à quelqu'un d'entendre « mais t'es nul, il suffit de pas fumer », mais je comprends que ça te mettait en colère parce que les autres ne vivent pas ce qu'ils vivaient. Et c'est violent. Ouais, c'est là où la société, on n'est pas bon, hein. On n'a pas encore justement compris suffisamment ce que ça voulait dire que d'être addict et on n'a pas forcément tous les bons réflexes. Justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi t'as fait? À qui tu t'es adressé? Aux médecins au début, à des addictos. J'ai été en HP pendant 3 semaines. J'ai un peu honte d'en parler et tout, mais voilà, Bah non, justement, on est là, tu vois, sans tabou pour dire que bah oui, on peut passer par là. En fait, c'est la folie, parce que excuse-moi de t'avoir coupé, mais en fait, c'est la folie du style, j'ai envie d'arrêter, j'y arrive pas, tous les jours j'y arrive pas, mais je le fais quand même, pendant, j'ai consommé de 18 ans à 30. Donc ça fait quand même pas mal d'années de conso et du coup je me disais petit à petit comme vous disiez là il y a une perte d'estime machin, de se dire en fait moi il n'y avait plus que ça. En fait je me disais si je consomme je suis une merde. Peu importe ce que je faisais ailleurs, si je consommais ma vie était foutue quoi. Ça c'est très dur. Moi j'ai beaucoup de patients qui me disent mais madame en fait si vous m'enlevez le cannabis qu'est-ce qui me reste dans ma vie? Parce qu'on a l'impression que
on n'a plus que ça, que c'est la seule chose qui nous maintienne dans cette vie. Donc, il va falloir que justement, nous, on retravaille beaucoup en consultation de redonner de la confiance, redonner du pouvoir à la personne, que la personne, elle est capable de le faire. Et effectivement, se mettre des objectifs atteignables. Parce que des fois, on vise trop haut, on dit bon, demain j'arrête. Ben, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être après-demain. Et puis peut-être qu'il faut se faire aider, peut-être qu'il faut effectivement avoir des traitements. En atteignant ces petits objectifs, pas à pas, que du coup tu regagnes confiance en toi et tu rentres dans le process vers la guérison. C'est ça, et du coup, moi, je suis resté en hôpital psychiatrique pendant 3 semaines. En fait, entouré, je m'en rappelle, hein, franchement, je me rappelle d'un médecin qui m'a dit « Alex, il va falloir que vous nous fassiez confiance ». Et franchement, ça m'a touché de ouf, parce que ça m'a ému, parce qu'en fait, je faisais confiance à personne. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de faire confiance, à part justement à la substance ou j'en sais rien, mais pour moi c'était tout quoi, c'était mon amour, c'était, je sais pas, un truc vraiment fort quoi. Un des symptômes qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que le cannabis, ça peut rendre parano. Donc effectivement, on fait plus confiance aux autres, on fait confiance que à sa plante. Donc c'est dur de redonner de la confiance, que ça soit aux médecins ou même à d'autres personnes, ses amis ou autres. Et je me rappelle, j'ai commencé à demander de l'aide à partir de ce moment-là, de m'approcher de professionnels, etc. Et puis après, un professionnel m'a dit d'aller voir un narcotique anonyme. Et j'ai pas voulu y aller au début, parce qu'en fait, en HP, j'étais entouré, j'avais des gens qui me parlaient, il y avait des activités. Moi, je pense que la solution, c'est de faire des activités qui nous plaisent, des trucs qui nous font vibrer, des trucs qu'on a envie de faire, qu'on n'est pas... Ça donne envie de vivre. Voilà, tout est possible. En vrai, quand j'ai arrêté de consommer, la première fois que la nuit, je me rappelle parce que c'était le soir, moi, vraiment le soir. Parce que quand je suis allé au travail, j'étais occupé, je pouvais, même si j'étais obsédé par le produit, il y avait quand même des activités, un semblant de vie sociale que j'arrivais à tenir, quoi, la vitrine. Et arrivé à la maison, j'étais tout seul, mais alors là, c'était des heures entières d'obsession et ça me rendait fou. Et le jour où c'est que j'ai été chez Narcotique Anonyme. Donc c'est une super association. Franchement, c'est... Moi, en fait, tout le monde a sa solution. J'ai pas la solution miracle. Tout le monde, en fait, va fonctionner différemment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va aller voir un psy, ça va fonctionner. Il y a quelqu'un qui va aller voir un addicto, ça va fonctionner. Un psy, ça... Et en fait, moi, j'ai essayé plein de trucs. Moi, ce qui a marché jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un jour à la fois, c'est pas... En fait, c'est une maladie. En fait, à Narcotique Anonyme, je suis arrivé là-bas, c'est la première fois qu'on m'a dit, en fait, c'est une maladie. Et j'ai entendu parler des gens qui racontaient la même histoire que moi, quoi. L'identification, ça m'a fait vachement de bien. De me dire, en fait, je suis pas tout seul. Ce que je dirais aussi aux gens, c'est que vous n'êtes pas tout seul, en vrai. Qu'il y a plein de gens qui traversent la même chose. Et franchement, ça m'a fait un bien de fou. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti à la maison, quoi. Vraiment, il y a eu un truc... un engouement, même si j'avais peur et tout, on m'avait donné un petit porte-clés avec marqué « Juste pour aujourd'hui ». Et je suis arrivé le soir en fait à la maison et j'ai pas consommé quoi. Et j'ai cru que franchement j'avais le sentiment de, si on me le retirait, que j'allais mourir. Moi j'avais ce sentiment là, j'allais me dire en fait je suis plus personne si je vais mourir et tout. Et le lendemain je me suis réveillé, clean, enfin sans consommer. Et putain ça est... La fierté. Waouh. Et là, ouais, l'estime de soi, elle en reprend. Ah ouais. Et ça, c'est bien, ce juste aujourd'hui. C'est vraiment ce que je disais, des objectifs atteignables. On ne faut pas se mettre de pression. Ouais. Pas, juste aujourd'hui, déjà. Essaye de faire ce pas-là. Même 1 heure, même 2 heures au début, même 12 heures, 10 heures, juste pour le moment, quoi. Ouais, en trouvant en parallèle des choses, comme tu disais, qui t'occupent l'esprit et qui te font plaisir. Exact. Identifier aussi avec des gens qui sont dans la même démarche aussi. C'est chez Narcotique Anonyme, ce qui est cool, c'est qu'on a un peu tous la même démarche d'arrêter de consommer, parce que moi aussi, ce qui me faisait beaucoup reconsommer et rechuter, entre guillemets, enfin aller vers le gros produit, c'est l'entourage. C'est-à-dire que tous les mecs ou les nanas avec qui je m'entourais, c'était des gens qui consommaient, en fait. J'avais vraiment fait mon entourage pour. Et donc, du coup, de mettre un peu de côté l'entourage, d'aller voir des gens qui sont un peu dans une autre démarche,
Franchement, ça a été vraiment salvateur pour moi aujourd'hui, vraiment. Donc on peut le dire, les Narcotiques Anonymes, c'est une association qui accueille tout le monde, Ouais, toutes les personnes qui consomment divers types de produits et qui ont besoin d'aide, voilà, exactement. qui sont en souffrance, qui ont besoin d'aide. On mettra évidemment tous les liens des contacts d'associations, de lignes d'écoute, de sites internet en description pour vous si vous avez besoin d'aide ou pour vos proches. Non, et puis c'est la solitude aussi qui me faisait beaucoup consommer. Donc là, vu que, en fait, moi au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un peu des losers, enfin ils doivent tous déprimer, d'arrêter de consommer. En fait, moi je pensais en tout cas que ça allait être un truc de je vais déprimer, ça va être pourri, etc. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, en fait, il y a plein de choses, quoi. Après, on va boire des cafés ensemble, c'est sous format de réunion, quoi, ça dure 1h, 1h30. Tout le monde s'écoute, parle et tout, machin. Chacun prend la parole un peu, chacun à son tour et tout. Et moi, l'identification, ça m'a fait vachement de bien. Et le fait de ne pas me sentir seul, qu'une autre personne parle de mes problèmes aussi, ça m'a fait du bien, quoi. De me dire, en fait, ah ouais, lui aussi, il a vécu ça, elle aussi. Et après, on se retrouve l'après-midi, on fait des activités ensemble. Enfin, peu importe, en fait, il n'y a pas d'obligation. Narcotiques Anonymes, il accueille n'importe qui. Juste la seule obligation, la seule condition, je dirais entre guillemets, c'est le désir de vouloir arrêter de consommer. On l'a déjà un peu abordé, mais je voudrais qu'on revienne sur les conséquences vraiment santé, physique, mentale de la consommation de cannabis. Ça se fume, donc globalement déjà ça va toucher les poumons. Ah bah oui. En fait, de toute façon, peu importe ce qu'on fume, que ça soit du cannabis, du tabac, des feuilles de menthe séchées. J'ai même eu des post-it, j'ai des patients qui... Peu importe ce qu'on fume, c'est mauvais pour les poumons. Parce que c'est de la fumée, il y a des benzopyrènes, il y a du monoxyde de carbone, tout ça, ça nous intoxique, donc c'est mauvais pour la santé. Donc ça peut entraîner de la destruction des alvéoles pulmonaires, donc des fibroses, de la BPCO, c'est une bronchite chronique obstructive, donc on perd son souffle, on perd sa capacité respiratoire et risque aussi de cancer, évidemment, ORL, poumons. Donc voilà, c'est pas bon pour les poumons. C'est vrai qu'Alex nous décrivait aussi son besoin de fumer le soir pour toutes les raisons qu'il nous a expliquées. Le cannabis, c'est pas un bon ami du sommeil. Ouais, et en plus, il nous fait croire que c'est un ami. C'est ça le pire. C'est-à-dire que quand on va consommer du cannabis, ça nous assomme. Donc on s'endort. Sauf qu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur. Et d'ailleurs, je pense que quand tu consommais du cannabis, tu te souvenais même plus que tu rêvais. Ça, c'est une des premières choses. Quand on arrête le cannabis, on se dit « Ah, bah, je rêve de nouveau ». Ah oui, on retrouve son sommeil paradoxal. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, ça nous assomme, mais le matin, on se réveille fatigué. Donc on n'est jamais en forme. Et le problème, c'est qu'on prend l'habitude de s'assommer et on n'arrive plus à s'endormir normalement. Donc ça, c'est compliqué au début du sevrage de cannabis. On a quand même pas mal d'insomnie, on a du mal à dormir parce qu'on ne sait plus comment dormir. Et ça fait partie des choses qu'on remet en place. C'est qu'on essaye de recréer une routine de sommeil pour ne plus avoir besoin de cannabis. Tu l'as vécu ça un peu, les conséquences sur ta santé ? Ouais, je toussais beaucoup moi, parce que je fumais des clopes et je fumais du cannabis, donc donc il y a une notion de dépendance et tout ça, donc je consommais beaucoup de clopes et beaucoup de cannabis, donc du coup je toussais énormément, je faisais moins de sport, j'avais moins de souffle, etc. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi de retrouver le sommeil, et en vrai ça a été limite, je dormais mieux, je dormais bien, je dormais... des 8 heures entières, machin, et puis c'est vrai que j'ai l'impression de me réveiller mieux, mais c'était lié aussi au truc de juste pour aujourd'hui, en fait, quoi qu'il arrive, tu consommes pas. Il y a eu plein de trucs dans Narcotiques Anonymes, des petites phrases qui m'ont aidé, et c'était beaucoup l'émotionnel, quoi. Quand j'avais des problèmes ou des trucs, et je consommais, et en fait, d'en parler à d'autres personnes avant d'aller consommer, et ça m'aidait pour pas consommer, donc du coup, voilà. Ça fait partie justement du traitement, du sevrage. Il faut savoir qu'on n'a pas de substitut au cannabis. Donc en fait, pas de médicaments. Alors on peut mettre des médicaments pour calmer des symptômes s'il y a vraiment des symptômes qui sont importants, mais on retravaille surtout par thérapie comportementale, on retravaille le comportement et la gestion des émotions. Parce que c'est ça qui est important. Et il faut se dire que le cannabis n'est pas la solution à l'émotion qu'on ressent. Exactement.
Donc c'est accepter l'émotion et voir comment je peux faire pour la canaliser autrement. Et notamment quand il disait je faisais des activités qui me plaisent, bah oui, tu restimulais ton système de récompense autrement. Donc tu as rééduqué ton système de récompense. Donc, comment tu vas aujourd'hui? Franchement, je suis déjà très honoré d'être parmi vous, quoi. Ça me touche vraiment d'être là aujourd'hui, c'est important pour moi aussi. Comment je vais... j'ai l'impression d'être triste, mais en fait c'est plutôt de l'émotion positive, quoi. C'est-à-dire que je suis rempli de gratitude aujourd'hui, parce que aujourd'hui en fait je vis vraiment ma vie, quoi. C'est-à-dire que peut-être elle est moins dans la lune et tout, mais vraiment je vous assure que je réalise, je dirais pas des belles choses ou des mauvaises choses, mais je réalise ma vie, quoi. En vrai, vraiment, je vais vers ce que j'ai envie d'aller, j'essaye des choses. En fait, j'ai l'impression de retrouver mon adolescence, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à consommer à 18 ans. Ça a été un chapitre un peu flou. Ouais, et caché, quoi. En fait, pas inhaler les émotions, vivre tout avec les lunettes du cannabis, quoi. Et en fait, de retirer ça, j'ai l'impression de revenir à 18 ans. Donc c'est quand même mortel aussi, de retrouver une jeunesse comme ça, et de revivre tout, en fait, ce que j'aurais dû vivre à 18 ans, quoi. Et en fait, je trouve ça incroyable, parce que en fait, je peux me tromper, je peux aller dans plein de trucs, j'ai moins peur, je peux essayer plein de choses. Et franchement, c'est aussi parce que je vais en réunion souvent. Chez Narcotiques Anonymes, je continue, un jour à la fois. Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est hyper simple non plus. Mais en vrai, je vous assure que ça vaut le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup d'essayer, de se donner la chance, d'aller vers ce qu'on a envie, quoi. Voilà. Merci beaucoup, super beau message. Je suis certaine que ça va parler aux gens qui nous regardent, qu'ils soient consommateurs ou des proches aussi, parce que c'est pas facile aussi quand on est proche. Ton témoignage nous a vraiment permis de comprendre l'impact du cannabis sur toute ta vie, ta santé, ton avenir. Donc merci mille fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Katie pour tous tes éclairages. Merci Marine. Et je vous invite vraiment à aller la suivre sur les réseaux. Encore une fois, je vous remets son compte parce que c'est top ce que tu fais. Merci Santé beaucoup. publique, prévention, on adore. Merci. Et je voulais juste dire une chose, je suis ravie de ce témoignage parce que justement, il dénormalise le cannabis. Tu es en train de nous montrer que le cannabis, c'est pas juste une drogue douce. Non, c'est une drogue. Et ça, c'est hyper important comme message. Vous retrouvez dans la description de nombreux liens vers des sites, des associations, des lignes d'écoute pour vous faire aider dans votre consommation au cannabis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des commentaires, si vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas, je serais ravie aussi de vous répondre. Et si vous avez envie d'approfondir d'autres sujets de santé mentale, d'addiction, allez découvrir toutes mes vidéos sur le sujet dans la série Sans tabou, puisqu'ici, on parle de santé mentale en libérant la parole.